Eh bien, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter ce package qu'on a récemment développé avec Safia Sassi. Donc, on travaille à INRAE, l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement. Et moi, je suis sur des sujets de régulation de l'expression des gènes dans les animaux d'élevage. Et donc, ce package R, il est sur un répertoire de packages qui s'appelle Bioconductor et qui est une alternative à CRAN. Et donc, j'ai commencé par quelques mots sur Bioconductor. Donc, c'est un répertoire de packages R alternatif à CRAN qui est dédié à la bioinformatique. La bioinformatique, c'est la science des données pour la biologie, avec pas mal de nouvelles technologies qui produisent de larges quantités de données. Et donc, R est pas mal utilisé pour analyser ces données. Bioconductor a quelques différences notables par rapport à CRAN, et notamment, il a un peu plus d'opinion sur ce que doit être un package. Et il y a une étape de reviewing des packages avant leur acceptation dans Bioconductor. Et puis, il y a un check supplémentaire à passer, BioCheck. Bioconductor fonctionne avec un cycle de release tous les 6 mois. Et les packages sont testés pour que chaque package fonctionne dans la version release. Et en parallèle de la version release, il y a une version en développement ou devel, avec parfois des choses qui peuvent casser dans la version en développement. Par exemple, là, Epistack, il est OK sur la version release, mais en ce moment, il a une erreur sur la version devel. Alors, il faut que je vois ce que c'est. Parfois, c'est de ma faute, c'est parce que mon truc fonctionne plus. D'autres fois, c'est souvent une dépendance qui a une erreur et il y a des erreurs qui se propagent en cascade. Et donc, peut-être que demain, si ma dépendance a réglé son erreur, Epistax ne sera plus en erreur. Donc ça, il faut que j'aille voir. Donc, les packages sont testés, les vignettes sont compilées toutes les nuits ou tous les jours. Comme ce ne sont pas des packages qui sont sur CRAN, on ne peut pas les installer simplement avec install.packages. Il faut passer par une autre fonction. Et donc, notamment, il y a un package qui est dans CRAN qui s'appelle Bioc Manager et qui a pour principale application l'installation des packages bioconducteurs. Et donc, pour installer un package bioconducteur, il faut faire Bioc Manager install et le nom du package. Et ça va venir installer le package bioconducteur. L'autre particularité de Bioconductor, c'est que chaque release de Bioconductor est associée à une version de R, souvent la dernière, et c'est la seule version de R qui est officiellement supportée par Bioconductor. Par exemple, la release 3.14 de Bioconductor n'est testée que sur R 4.1.0 et les nouveaux packages en particulier ont besoin de au moins cette version-là pour fonctionner. Donc, Bioconductor 3.14, c'est plus de 2000 packages de type outils d'analyse. C'est 408 packages de données. Alors, ces données-là, c'est souvent des jeux de test, des jeux d'exemple pour ces packages outils. Et c'est 904 packages d'annotation. Donc, annotation, en fait, ce qu'on appelle, c'est les données de référence en biologie. Donc, ça peut être les génomes de référence, leur position des gènes, etc. Et donc, souvent, c'est des données disponibles sur d'autres bases de données. Et il y a des packages R qui prémâchent ces bases de données pour en faire des packages d'annotation. Là, vous avez l'exemple d'un package assez populaire dans Bioconductor, vu que c'est le 28e package le plus populaire sur 2000. Et souvent, les packages au-dessus sont en fait des packages utilitaires qui sont des dépendances d'autres packages, mais rarement utilisés directement. Et donc, ce package DESEC2, il est téléchargé en 2020 plus de 300 000 fois depuis plus de 100 000 IP distinctes. Et donc, c'est quand même de gros chiffres pour un champ, la bioinformatique, qui est quand même un peu spécialisé. Donc, Bioconductor a vraiment une large visibilité dans le domaine de la bioinformatique. Une des forces de Bioconductor, c'est qu'ils imposent ou recommandent un set commun de méthodes, de parseurs, de classes
pour travailler avec les données biologiques. Donc là, vous avez une liste de fichiers qui sont assez populaires en bioinformatique, les GTF, GFF, BED, BigWig, VCF, SAM, BAM, FASTA, FASTQ, etc. Et vous avez là la liste des parseurs recommandés par Bioconductor. Et ces parseurs vont transformer ces fichiers en des objets R. Et là, vous avez la liste des classes d'objets R qui seront très utilisées. Et donc, l'avantage, c'est qu'un package bioconducteur, a priori, il travaille avec ces méthodes d'importation et ces classes d'objets. Et donc, bon, il y a un effort au début pour se familiariser avec ces classes, mais ensuite, on apprivoise assez vite les nouveaux packages, vu qu'ils utilisent des classes qu'on a déjà l'habitude d'utiliser. Une autre force de Bioconductor, c'est sa communauté, avec un super forum à la Stack Overflow où on peut poser sa question et on a des réponses d'experts en général assez vite. Il y a des conférences bioconducteurs annuelles, des événements globaux, et puis il y a ce qu'ils appellent un Research Gateway sur F1000. Et donc souvent, c'est des gros tutoriels. Donc c'est plus poussé qu'une vignette, vu qu'une vignette, c'est plutôt centré sur un package. Et là, dans ce Research Gateway, c'est plutôt comment enchaîner plusieurs packages entre eux pour réaliser une analyse complète du début à la fin. Et qui sont donc publiés sous une forme citable et indexés dans PubMed et dans ce genre de choses. Donc, comment soumettre un package bioconductor? Alors là, c'est la réponse simple. Pour soumettre un package bioconductor, il faut créer une issue sur le répertoire GitHub /bioconductor/contribution. Et dans cette issue, vous mettez un lien vers le répertoire GitHub du package que vous soumettez. Donc, la soumission est vraiment hyper simple. Mais par contre, Bioconductor a plein d'exigences avant d'accepter votre package. Donc, dans les exigences, il faut une vignette obligatoire pour un package Bioconductor, alors qu'elle est que facultative sur les packages CRAN. Il faut que votre package utilise les classes et méthodes recommandées par Bioconductor. Il faut que votre package ait 0 erreur, 0 warning et 0 note sur le R command check. Et il faut 0 erreur, 0 warning et un nombre minimal de notes sur un check supplémentaire par Bioconductor qui s'appelle BioCheck et qui est dans le package qui s'appelle BioCheck aussi. Et alors, BioCheck, il est assez capricieux, on va dire. Donc là, en ce moment, Epistack, il n'a pas d'erreur. Il a un warning, mais parce que c'est la version, j'ai fait le BioCheck sur la version de développement et qui n'a pas le bon numéro par rapport à une version de release, mais donc c'est un warning qui va sauter parce que là, je suis sur la version de développement. Et puis ensuite, il râle parce que j'ai pas mis un bon tag qu'il estime pertinent. La description de mon package est trop courte, il voudrait que je la rallonge. J'ai 1% de lignes qui ont plus de 80 caractères de long. Ouh là là, c'est catastrophique. J'ai 7% de lignes qui sont mal indentées. Ça, souvent, c'est des problèmes de R Markdown avec 2 espaces au lieu de 4. Et puis, il n'arrive pas à savoir si je suis inscrit à une mailing list parce qu'une des exigences de Bioconductor, c'est de s'inscrire à une mailing list qui va vous envoyer au moins un mail par jour. Et là où c'est pas sympa, c'est que le compte de la mailing list, il y a un mot de passe en clair pour s'inscrire. Et donc, tous les mois, ça me renvoie mon mot de passe en clair. Et d'un point de vue sécurité, ce n'est pas exceptionnel. Donc ça, c'était pour Bioconductor. Et puis maintenant, je vais vous introduire le petit package qu'on a développé. C'est un package pour travailler avec des données épigénomiques. Donc, dans nos cellules de mammifères, on a de l'ADN qui est enroulé dans un noyau cellulaire. Et cet ADN est compacté autour de protéines qu'on appelle histones. Et il y a tout un tas d'expériences pour mesurer des choses sur cet ADN. On peut mesurer l'expression des gènes sous forme d'ARN. On peut mesurer le degré d'ouverture de cet ADN
sous forme de tests de sensibilité à la DNase. Et puis, on peut mesurer différentes marques épigénétiques comme les modifications d'histones, la méthylation de l'ADN, etc. En pratique, souvent, ce genre d'expériences aboutissent à des pistes génomiques qu'on peut représenter le long d'un génome. Et donc, on aura un signal qui varie le long d'un génome. Donc là, on regarde une région qui fait à peu près 30 ou 40 000 paires de bases sur un génome qui fait 3 milliards de paires de bases. Et donc, c'est bien, cette représentation-là est bien pour regarder quelques régions d'intérêt du génome, mais ce n'est pas forcément une représentation pertinente pour regarder l'ensemble du génome d'un coup. Et donc, le package EpiStack vise à une représentation un peu plus exhaustive du génome, mais toujours autour de points d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'un point d'intérêt sur le génome? Ça peut être, par exemple, tous les débuts de gènes ou toutes les fins de gènes. Si votre signal fait des pics, les points d'intérêt, ça peut être la liste des pics dans vos signaux, ou ça peut être d'autres régions régulatrices, telles que tous les îlots CPG, ou si vous avez des différences de signaux entre conditions, vos régions d'intérêt, ça peut être la liste des régions détectées comme différentes. Ensuite, ces régions-là sont triées avant d'être visualisées. Et donc, le critère de tri, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être le niveau d'expression des gènes, ça peut être des p-values, du fold change, ça peut être le résultat d'un clustering. Et puis, si on n'est pas inspiré, ça peut être la largeur de la région d'intérêt ou sa distance au gène le plus proche, ou même le type de gène. Est-ce que c'est un gène qui code pour des protéines ou des gènes ARN, des gènes non codants? Et là, vous avez un exemple de sortie d'EpiStack. Donc ici, on a 22 000 gènes qui sont triés du plus exprimé en haut au moins exprimé en bas. Ces gènes sont regroupés en 3 bins pour faire les représentations du bas. Et là, vous avez un premier signal épigénétique. Donc là, c'est la triméthylation de la lysine 4 de l'histone 3, mais peu importe. Et on voit ce signal épigénétique au niveau de nos 22 000 gènes, triés dans le même ordre que leur niveau d'expression. Donc là, on voit qu'il y a plus de signal sur les gènes plus exprimés et moins de signal sur les gènes pas exprimés. Et là, vous avez une deuxième piste épigénétique qui est en fait une expérience contrôle et qui est toute plate comme attendu pour un contrôle négatif. Et là, la ligne du bas, c'est les 3 groupes qui sont définis ici de taille équivalente. Donc, un groupe de gènes non exprimés en rose, de gènes moyennement exprimés en gris, de gènes fortement exprimés en vert. Et on a les signaux moyens au niveau de ces 3 groupes. Donc, c'est la moyenne des signaux du groupe vert, du groupe gris et du groupe rose. On n'est pas du tout les premiers à proposer ce genre de visualisation. Moi, en thèse, j'utilisais pas mal SecMiner, qui est un outil Java qui permet de faire ce genre de visualisation qui est très orienté sur un cluster K-mean, et on pouvait voir les profils moyens de chacun des clusters détectés. Il y a DeepTools, qui est un outil en ligne de commande, mais qui est codé en Python, qui permet de faire ce genre de figure, qui aime bien aussi faire des métagènes, c'est-à-dire qu'il dit que tous les gènes font la même taille, et comme ça, il représente tous les débuts de gènes et toutes les fins de gènes sur la même figure. Et puis, dans Bioconductor, il y avait déjà le super package Enriched Heatmap, qui est basé sur un autre package qui s'appelle Complex Heatmap, et qui fait ce genre de représentation et qui est vraiment très customisable. Et après, il y a d'autres alternatives dans Bioconductor, dans SecPlots, RepiTools, ChipSeeker, etc. EpiStack, c'est un package de visualisation, donc il ne va pas faire le processing des données. Et il utilise un type de données qui sont des Summarized Experiments, donc c'est une des classes Bioconductor, avec les matrices de signaux qui sont passées sous forme de assays, donc d'expériences. Donc, un objet Summarized Experiment prêt pour EpiStack, ça ressemble à ça. Donc, librairie EpiStack, là, on charge le package, on charge le jeu de données exemple.
C'est un jeu de données qui a 693 régions d'intérêt et 51 colonnes. Ça, c'est la matrice de signaux déjà toute prête. Donc, une seule expérience. La DNAME, c'est pour méthylation de l'ADN. Là, on a le nom des 693 régions d'intérêt. Et puis, on a 3 métadatas des régions d'intérêt avec le nom du gène, la valeur d'expression et puis un score. Et là, on a le nom des fenêtres, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc, sur cet objet d'intérêt, on appelle la fonction du package plot epistack sur cet objet-là. Et ensuite, il y a plein de paramètres qui viennent customiser un peu la visualisation. Donc là, on dit quelle est l'expérience qui nous intéresse, quelle est la métrique sur laquelle on va trier, des limites sur l'axe Y en bas et la valeur Z là pour colorier la heatmap, et puis des labels et des titres un peu partout. Une des particularités, c'est qu'on peut transformer à la volée le score qui est utilisé pour la représentation. Donc, parfois, en biologie, si c'est des valeurs d'expression, on aime bien prendre le log 10 de la valeur d'expression pour ne pas avoir trop de dispersion. Hop. Donc là, par défaut, il n'y a qu'un seul profil moyen qui est tracé. Si on rajoute des bins dans notre objet avec la fonction du package add_bins, donc là, on définit 5 bins de taille équivalente et qu'ensuite, on rappelle la fonction, et ben, on a nos 5 groupes de taille équivalente qui sont représentés ici. Et ça nous permet de voir les 5 profils moyens ici. Et donc, on voit en bas une baisse du signal sur les gènes fortement exprimés et pas de baisse de signal sur les gènes pas exprimés. On peut avoir bien sûr plusieurs assays. Par exemple, là, c'est du chipsec. On a un réplica 1, un réplica 2, donc 2 réplicas, et l'input qui est la manip contrôle. Et donc, Epistack va afficher nos 3 pistes épigénétiques. Et donc là, j'ai trié, donc c'est un chipsec contre un facteur de transcription, et on a en violet les pics détectés qui sont communs aux 2 réplicas, en bleu les pics qui sont communs qu'au réplica bleu, et donc on voit le signal plus fort dans le réplica bleu que dans le réplica rouge, comme attendu. Et en rouge, les pics qui sont détectés que dans le réplica rouge, et on voit donc plus de signal en rouge qu'en bleu, comme attendu. Et donc là, vous avez profil moyen sur les 3 groupes de pics. Et donc oui, on peut avoir des groupes de taille hétérogène. L'utilisateur a vraiment la main sur quel groupe il veut avoir. Donc c'est hyper facile une fois qu'on a bien notre objet Summarized Experiment. Mais comment on le construit cet objet-là? Et bien, à partir de fichiers qui sont classiquement utilisés en épigénomique. Donc, les pistes de signaux épigénétiques, souvent, c'est soit des bigwig ou des BAM. Et en fait, on les importe dans R avec soit R-Track Layer, soit Genomic Alignment. Et ça va nous donner des objets de type JRNGs. Les encres, les régions d'intérêt, souvent, c'est dans des fichiers soit BED, soit GTF ou GFF qu'on importe dans R avec R-Track Layer et ça nous donne des JRNGs aussi, des Genomic Ranges. Et ensuite, on calcule les piles de signaux autour des encres depuis les pistes épigénétiques avec des fonctions qui ne sont pas dans Epistack. Donc moi, en ce moment, je conseille Normalize to Matrix qui est dans Enrich Heatmap. Mais il y a des alternatives comme Annotation Counts dans RepiTools ou GetTagMatrix dans ChipSeeker. Il y a aussi une fonction similaire dans SecPlots. Mais bon, pour l'instant, je trouve que Normalize to Matrix, c'est à la fois la plus simple et la plus flexible d'utilisation. Et ensuite, on peut trier notre liste de régions, donc selon la colonne qu'on veut. Et puis, il y a une petite fonction utilitaire dans Epistack pour aider à faire des joins si notre liste d'encre et notre liste de scores ne sont pas dans le même tableau. Donc ça, c'était la version discours. Et là, c'est à quoi ça ressemble en version code. Donc, on importe notre liste d'encre avec un parseur recommandé par Bioconductor. On importe notre liste de signaux avec un parseur recommandé par Bioconductor. On calcule notre pile, donc notre matrice à afficher sous forme de heatmap avec Normalize to Matrix, donc l'objet signaux, l'objet encre
Et puis, on dit, tu vas regarder 2500 paires de bases en amont et en aval avec des fenêtres de 50 paires de bases de large. On construit notre objet Summarized Experiment en lui disant, eh ben, mes régions, c'est ces régions-là, et mes expériences, là, j'en ai qu'une, c'est cette expérience-là. Et ensuite, on peut appeler plot epistack directement là-dessus. Voilà. Donc là, c'est des exemples de figures que j'ai faites avec le package ou avec une version préliminaire du package. Donc là, c'est sur de la méthylation de l'ADN chez l'humain. On a 50 000 régions affichées et on voit différentes métriques, la densité en site CPG, le ratio en cytosine méthylée, la densité en cytosine méthylée et la couverture. Et donc, on peut voir des différences en fonction du niveau d'expression des gènes. Moi, je ne rentre pas dans les détails forcément. Là, on avait détecté des régions différentiellement méthylées entre deux conditions, G11+, et G11-. Et donc là, on a les régions plus méthylées chez les G11+, et là, les régions plus méthylées dans les G11-. Donc, on a l'impression que la détection de différence de méthylation entre les deux groupes, c'est bien faite. Mais en fait, si on regarde ce qui se passe au niveau des contrôles, donc ils devraient être tout plats, et on observe quand même des petites différences au niveau de nos contrôles. Donc, on aurait quand même des faux positifs dans nos régions détectées. Et là, visualiser ces régions-là, ça permet de s'apercevoir qu'il y a quand même un petit problème au niveau de notre liste de régions différentiellement méthylées. Donc, plot epistack, elle fait une grosse figure, mais il y a aussi une fonction par petite figure dans le package. Donc, plot métrique, ça va afficher juste cet élément-là, plot binning, cet élément-là, plot stack profile, cet élément-là, etc. Donc, chaque composant de la figure multipanneau, il y a sa fonction qui fait le plot. Et ensuite, vous pouvez réassembler ces panneaux comme vous voulez. Donc, par exemple, avec Layout ou avec Grid Extra ou avec Patchwork pour assembler les panneaux dans l'ordre qui vous arrange. J'ai aussi fait une petite interface en ligne de commande. Donc, c'est un script R qui est installé en même temps que le package et qui se trouve dans le répertoire d'installation du package. Et si vous lui donnez des droits d'exécution, ensuite, ça s'utilise comme ça. Epistack.r, -A, la liste des encres, -B, la liste, une première liste de signaux, -I, une deuxième liste de signaux, le chemin vers l'image qui sera générée, un titre, plein de paramètres pour customiser un peu ce qui se passe, et puis il y a un peu de verbosité avec -V là, et ça vous donne cette image-là directement. Donc, il n'y a pas encore toutes les features. Donc, ce n'est pas aussi flexible d'utilisation que si on utilise Epistack dans R, mais ça permet d'utiliser Epistack en une ligne de commande sans avoir à faire le parsing et le calcul de la matrice à chaque fois à la main. Donc, ça peut être utile dans certaines situations. Et nous, ça nous est utile dans un projet où on visualise automatiquement un très large jeu de données. Là où je suis assez fier de notre package, c'est sur le problème de l'overplotting. En fait, souvent en épigénomique, on a plein de régions, là par exemple 30 000 régions, et c'est plus de régions que de pixels dans l'image finale, parce que souvent là sur un écran, il y a quoi, 1000 pixels de haut pour cette image. Et donc, comment afficher 30 000 régions dans 1000 pixels de haut? Eh ben, on est obligé de faire d'afficher 30 régions par pixel à peu près. Et donc, R par défaut, ce qu'il fait, c'est un sous-échantillonnage. Ça veut dire qu'il va venir choisir au hasard une des 30 régions et n'afficher que cette région-là. En fait, en pratique, c'est qu'il plotte les 30 régions l'une au-dessus de l'autre et que seule la dernière est représentée sur la ligne de pixels. Et donc, ça fait une image assez bruitée qui est un sous-échantillonnage. Et nous, dans Epistack, au lieu de faire un sous-échantillonnage des 30 régions par pixel, on va faire la moyenne des 30 régions par pixel. Donc, ce qui aboutit à une image qui est plus lisse, mais plus représentative de la réalité, ou en tout cas qui est la moyenne des 30 régions par pixel, au lieu d'être un sous-échantillonnage d'une des 30 régions.
Donc, c'est un peu une autre approche. J'avais écrit un post de blog en français ou en anglais sur comment on faisait ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit au dernier moment avant l'affichage la taille de la matrice avec une petite fonction qui fait la moyenne. Donc, on a notre matrice originale, une hauteur cible et une fonction pour réduire la matrice originale à la bonne hauteur. Donc, souvent, c'est la moyenne, ça peut être la médiane aussi, ou si on a une matrice sparse, on peut prendre le maximum pour ne pas être embêté, pour pas que nos valeurs isolées soient contaminées par tous les zéros. Donc, j'avais soulevé le problème au travers d'un post de blog. Et ce qui est sympa, c'est que l'auteur de Complex Heatmap a repris l'idée un peu à sa sauce. Et maintenant, il propose une option de rasterisation pour avoir ces effets de moyenne plutôt que ces effets de sous-échantillonnage. L'approche utilisée dans Complex Heatmap est un peu différente de celle qu'on fait. Donc, nous, on réduit la taille de la matrice avant le plot. Complex Heatmap, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une première image géante de la matrice et ensuite, il va utiliser ImageMagick pour réduire cette première image géante. Du coup, la différence, c'est que Complex Heatmap, il doit faire un premier gros plot et ça prend assez longtemps. Et donc, je me suis amusé à faire un petit benchmark entre Unrich Heatmap qui utilise Complex Heatmap pour faire la heatmap et puis Epistack. Et donc là, vous avez le plot qui a servi pour le benchmark dans Epistack sur des données simulées et le plot Unrich Heatmap équivalent sur des données, sur les mêmes données en fait. Et donc, on retrouve un peu les mêmes éléments, mais disposés différemment. Là, vous avez les profils moyens par groupe en bas dans Epistack et en haut dans Unrich Heatmap. Les expressions moyennes par groupe en bas à gauche dans Epistack, mais en haut à droite dans Unrich Heatmap. Les 5 groupes ici au milieu dans Epistack, mais ici dans Unrich Heatmap. La différence là, c'est que la valeur d'expression, c'est un scatter plot ou un line plot dans Epistack et c'est une autre matrice dans Unrich Heatmap. Mais bon, c'est des plots fonctionnellement équivalents. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on a 50 000 régions, et Epistack est quand même un peu plus rapide que Unrich Heatmap. Après, en pratique, ça ne change rien parce que 20 secondes pour faire ce plot, ça reste tout à fait raisonnable. Surtout que là, c'est juste le temps pour faire le plot, mais le temps d'importer les données dans R, on aura déjà explosé les 20 secondes. Donc, Unrich Heatmap est tout à fait capable de générer des plots pour un gros jeu de données. Et Epistack est un tout petit peu plus rapide. Mais voilà, donc jusqu'à 200 000 régions à Epistack, on est sous 10 secondes pour faire le plot, donc c'est quand même assez rapide. On s'est servi d'Epistack ou d'une version préliminaire d'Epistack pour faire une première analyse des données roadmap épigénomiques. Et donc ça, maintenant, c'est publié et il y a une appli web pour explorer tous les plots qui sont générés. On s'en sert en interne pour visualiser nos listes de régions différentiellement méthylées pour vérifier qu'elles nous apparaissent propres. Et puis, je suis en train de générer des plots automatiques sur un autre jeu de données, le jeu de données FANG pour annotation fonctionnelle des génomes animaux, au travers d'un projet ANR avec une ingénieure qui a été recrutée sur ce projet ANR. Donc, Epistack qui est disponible soit sur GitHub, soit sur Bioconductor. Et puis, il y a une vignette qui est hébergée là. J'ai utilisé pas mal d'outils open source pour développer le package. Donc, il y a DevTools, très utile pour développer des packages. TestZat, qui est pour tout ce qui est test unitaire. ROxygen 2 pour tout ce qui est écriture de la documentation. Et puis, j'ai mis en place les petits stickers sur GitHub, là, donc une intégration continue avec les GitHub Actions qui font qu'à chaque fois que je fais une merge request, ça vérifie si mes tests unitaires passent toujours et si mon rcommand check passe toujours. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre. Merci Guillaume, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question de Christophe. Vas-y, tu peux
Tu peux prendre prends la parole. Vas-y. Bonjour et merci pour cette présentation. Sur le slide des… Alors, je ne suis pas du tout du métier, donc mes questions peuvent être stupides. En tout cas, elles sont… Sur le premier slide où il y avait les deux bins, voilà, des deux couleurs, il y a une composition des couleurs dans la colonne des bins, dans celui d'après. Le 15. Voilà, qui est impressionnante parce que la représentation conjointe du bleu et du rouge, tu mets ton bin en violet. Est-ce que tu peux en parler? Et il y a un paramètre dans Plot Epistack pour dire quelle palette on utilise pour cette colonne bin. Et donc, on peut la customiser. Il y a une palette par défaut qui fait ce dégradé de rose, de noir et de vert, qui n'est pas forcément magnifique. Et donc, il y a un paramètre pour changer cette palette-là. Et donc là, c'est moi qui lui ai dit le bin 1, c'est du violet, le bin 2, c'est du bleu, le bin 3, c'est du rouge. D'accord, ce n'est pas automatique. Le violet n'est pas déduit automatiquement du bleu et du rouge. C'est moi qui me suis dit bleu plus rouge, ça fait violet. Ok. Et j'ai une autre question, Ouais. mais certainement après Sarah. Non, vas-y, n'hésite pas. Sur l'extrait de tes papiers de recherche, tu as montré de l'incertitude sur les courbes d'expression en bas. Oui. Est-ce que c'est par défaut dans le package ou… Alors, c'est par défaut dans le package. Oh. Et en fait, en ce moment-là, ça y est, il y a 3 incertitudes qui sont affichables. Donc, il y a l'erreur standard de la moyenne, il y a l'écart type et il y a l'intervalle de confiance à 95%. Et en fait, je ne sais plus… Là, par exemple, c'est l'écart type, mais souvent… Non, c'est l'erreur standard de la moyenne. Souvent, en fait, l'erreur standard de la moyenne, ils sont trop petits et donc on ne les voit pas en pratique. Je ne sais plus où. Là, par exemple, on les distingue à peine, l'erreur standard de la moyenne. Et à l'opposé, l'écart type, c'est trop gros et donc ça ne fait pas très joli. Et du coup, il faut que je vois. Peut-être que l'intervalle de confiance à 80, lequel sera plus gros? À 80%, il sera plus gros? Ou à 99%, je ne sais plus. Enfin voilà, il faut que je joue sur le pourcentage de l'intervalle de confiance pour qu'on ait des bandes assez jolies. Et là, en fait, sur la figure, on voyait des jolies bandes. En fait, c'est un petit bug qu'il faut que je corrige dans le calcul de l'erreur standard de la moyenne, où j'ai divisé par le nombre de lignes et pas par le nombre de colonnes, et du coup, ce n'est pas la bonne erreur standard. Mais du coup, ça donne un résultat sympa, mais qui n'est pas celui que je voulais. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation très intéressante. Ça donne vraiment très envie d'utiliser l'outil. Moi, je me posais juste la question, à la base, avant de développer l'outil, qu'est-ce qui te paraissait manquer dans les autres outils pour avoir envie de le développer, justement? En fait, c'est un projet que j'ai commencé il y a assez longtemps parce que je n'ai pas travaillé à plein temps dessus, donc j'ai mis beaucoup de temps à le finir. Et quand je m'étais lancé là-dedans, il n'y avait pas encore Unreached Heatmap. Et les autres outils n'étaient pas du tout assez flexibles pour faire ce que je voulais. Donc, quand j'ai commencé le projet, il y avait un vrai manque. Et le temps que je le finisse et qu'on fasse un joli package, il y avait Unreached Heatmap qui était sorti entre-temps. Les plots sont quand même plus jolis dans le tien, je trouve. Et après Unreached Heatmap, c'est vraiment… Donc, c'est basé sur Complex Heatmap. Et c'est un peu une autre philosophie, c'est-à-dire qu'on peut vraiment customiser comme on veut, mais c'est très verbeux. Il faut écrire pas mal pour avoir le plot qu'on veut. Alors que Epistack, j'ai le plot que je veux parce que c'est moi qui ai codé le package, mais les utilisateurs, ils ne peuvent pas trop avoir le plot pile comme ils veulent. Mais c'est un peu moins verbeux d'utilisation. Ouais. C'est bien aussi d'avoir fait le script R en ligne de commande, je trouve. Oui. Après, le script R, j'aurais pu le faire avec Unreached Heatmap. Ouais. Mais maintenant qu'il y a la rasterisation d'un Unreached Heatmap, tu vois, là,
Là, on voit du bruit, mais avec la nouvelle version de Unreachmap, ce sera aussi lisse que là-haut. Et ensuite, comme Unreachmap, on peut vraiment le customiser comme on veut. Si on y met le temps nécessaire, on peut avoir exactement les mêmes plots, en fait. Non, mais c'est quand même plus rapide. Il y a quand même des avantages. Ouais. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, il y a Vincent sur l'overplotting avec DeepTools, je crois. Ah oui. Tu veux prendre la parole, Vincent? Ah, pas de souci. Eh ben, Vincent nous dit qu'il y a peut-être des problèmes, enfin, il y a des problèmes d'overplotting avec DeepTools, a priori. Et en fait, j'ai pas encore utilisé DeepTools, donc peut-être. Merci. Et comme c'est du Python, je sais pas comment. Enfin, j'ai aucune idée de comment il le fait. Ah, et DeepTools serait pas très rapide. Après, c'était un des premiers à le faire en ligne de commande, donc c'est pour ça qu'il est assez populaire, notamment dans tout ce qui est pipeline, genre Nextflow. Et sinon, moi j'avais une question, c'était par rapport à Bioconductor. Pourquoi, Ouais. enfin pas au début, pourquoi ce choix de Bioconductor et pas Cron? Parce qu'en fait, là, je sais pas, mais Bioconductor, c'est. Moi, j'ai un problème avec Bioconductor, c'est que j'ai pas l'information des packages qui sortent. Je sais pas quand est-ce qu'il y a un nouveau package qui va sur Bioconductor. Je sais pas où aller pour avoir l'info. Autant pour Cran, j'ai à Cranberries, il y a Blogger, tout ça. Et après, je sais que c'est dédié à la bioinfo, donc c'est super. Hein, mais maintenant, tu l'as parce que tu as sur le site web, tu as tous les 6 mois la liste des nouveaux packages qui sont rajoutés dans Bioconductor et la liste des packages qui sortent de Bioconductor. Donc, elle y est, cette page. Il y a des utilisateurs Twitter qui font leur liste des nouveaux packages qui leur semblent intéressants. Je ne sais plus qui c'est, Mike Love ou... Ouais. Et en fait, une des principales raisons, déjà, c'est que c'est le répertoire un peu standard en bioinformatique. Donc, je fais comme les autres font, sans trop réfléchir. L'autre raison, c'est pour la gestion des dépendances. Donc, mon package, il a comme dépendance Summarize Experiments, Genomic Ranges et tout un autre tas de packages Bioconductor. Et je ne sais pas trop comment sont gérées les dépendances Bioconductor dans CRAN. Tu vois, est-ce que tu peux avoir une dépendance Bioconductor dans CRAN? Je crois qu'il y a un moment où tu ne pouvais pas trop. Oui, je vois. Ouais. Mais par contre, est-ce que tu peux pas avoir des soucis si tu as un package qui n'est plus maintenu justement dans Bioconductor, comme ils sont dépendants des versions R en plus? Quand il y a un package qui n'est plus maintenu, est-ce qu'il est complètement enlevé ou est-ce qu'il est archivé avec sa version pour telle version de R? Ça, j'ai envie de dire que c'est le même problème dans CRAN. Oui, mais je veux savoir si Bioconductor, je ne sais pas s'ils ont une solution ou c'est... Non, ils n'ont pas de solution magique. Ils enlèvent des packages régulièrement. Et donc, oui, s'ils enlèvent un package sur lequel je m'appuie, c'est sûr que ce sera gênant. Après, j'essaye d'être assez parcimonieux. Donc, mes dépendances, c'est vraiment des packages outils là, qui classent les codes, qui codent les classes d'objets. Donc, ça, c'est des packages normalement qui devraient durer. Sinon, c'est que le bioconducteur est mort. C'est ça, ouais. Ceux-là, ça va. C'est des valeurs sûres, ce package. Il n'y a pas de souci avec ceux-là. C'est ça. Dans les autres questions, j'ai bien fait l'outil ligne de commande avec OptParse. L'outil en ligne de commande utilise bien OptParse, ouais. Sinon, tu as des félicitations aussi pour utiliser les tests unitaires. C'était avec 90% de couverture, mais en fait, c'est une arnaque le pourcentage de couverture. Ah oui. Enfin bon, si tu fais pas trop de if, il suffit que tu fasses la fonction une fois et hop, elle est couverte entièrement. Et ça dépend comment tu codes, quoi. Si tu mettais if, else sur plusieurs lignes, eh ben, les else qui ne sont pas traversés, il ne va pas te les compter. Mais si tu fais ton if, else sur une seule ligne, même si tu ne testes pas la deuxième condition, il va te compter la ligne quand même. Donc, tu peux tricher.
D'accord. Si tu mets tout sur la même ligne, elle sera traversée, même sans la tester entièrement. C'est pareil avec les pipes? Tu mets des pipes. J'ai pas de pipe dans le package. D'accord. Enfin, dans le code derrière le package, j'ai évité les pipes parce qu'il n'y avait pas encore le pipe natif et le pipe Magritte Terre l'a rajouté une dépendance. Oui, c'est vrai. Par contre, le package est utilisable avec les pipes, même si ça n'a pas forcément... Enfin, si. Et sinon, est-ce qu'il y a des objets que tu peux récupérer en sortie? Parce que tu fais plein de graphes. Est-ce que tes graphes, tu peux récupérer par exemple, les courbes d'expression, des trucs comme ça? Tu peux les récupérer sous forme d'objets et après les réutiliser dans d'autres plots à ta manière, si tu veux. Non, tu peux faire les plots individuels, mais en fait... C'est vraiment un outil uniquement de visualisation. Ouais. Je sais pas si avoir les profils moyens sous forme numérique, ça serait utile, peut-être, mais c'est pas très compliqué à avoir une fois que tu as ta matrice. Ouais, donc comme en plus tu as les indices de confiance et tout, quand tu as tes cours avec des indices de confiance, tu peux tout récupérer. Il y a la fonction pour faire juste, pour dessiner juste ces profils moyens, mais j'ai pas encore prévu un export numérique. Ouais. Alors oui, c'est une question que je m'étais posée moi aussi. Pourquoi pas avoir fait du ggplot? Mais bon, il aurait fallu tout refaire. Plotter une matrice efficacement sous forme de heatmap, là, c'est quand même image qui est le plus rapide par rapport à ggplot. Et du coup, comme ce composant principal, c'était du R de base, et le reste, j'ai fait R de base aussi. Très bien. D'autres questions, des remarques? Oui. Remarque de Vincent qui te dit que tu peux faire aussi avec ggforce. Il y a aussi un package qui est sorti ggmatrix qui utilise uniquement des matrices, justement. Ah, j'irai voir. Ouais, oui, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Mais bon, je pense que maintenant que c'est codé, ça restera en R base. Ouais, parce que ça, entre faire ça sous bioconducteur et sous CRAN, avec toutes les contraintes de bioconducteur, ça t'a pris un peu plus de temps, non? Ou pas? J'ai jamais soumis de package à CRAN, donc je peux pas comparer, mais j'imagine, ouais. Après, c'est des contraintes. Si tu veux que ton package soit utilisé, une vignette, c'est quand même indispensable, quoi. J'ai l'impression. Oui, mais je pensais aussi, parce que les packages, quand tu les soumets sous CRAN, je crois que même si tu as une ou deux notes, parfois ça passe. Ouais. C'est que des notes. Les warnings, parfois ça passe aussi. Alors que là, véritablement, c'est 0,0, donc je pense que... j'ai eu des soucis avec Air Oxygen 2, parce que c'était genre sur... J'arrivais pas bien à documenter l'objet de test pour que CranCheck me fasse pas de notes via Air Oxygen 2, mais je m'en suis sorti au final.